Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Judo Canada, découvrez notre sport partout au pays. Nous voici donc de retour pour un autre rendez-vous sportif qui, cette fois, vous projette sur les tatamis installés pour l'occasion au Centre Pierre Charbonneau de Montréal pour la présentation des championnats canadiens ouverts de judo. Nous avons déjà eu l'occasion de voir à l'œuvre les plus petites catégories de poids et maintenant, place aux catégories plus élevées. Encore une fois, ils sont parmi les meilleurs athlètes du pays et ils se sont entraînés toute l'année pour mettre la main sur cette fameuse médaille d'or. Bien que plusieurs catégories d'âge étaient présentes à ce tournoi de 4 jours, nous nous tournons vers la catégorie reine de cette compétition, celle des seniors. Sachez que le judo est un sport pour tous, très pratiqué dans le monde entier, et qui sait, peut-être que vous aurez vous-même le goût d'enfiler un judogi après cette émission. Nous y voici donc à ces championnats canadiens ouverts à Montréal. Patrick Esparbez est avec moi du côté de l'analyse. Patrick, directeur général adjoint de Judo Canada, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Bien heureux d'être avec toi aujourd'hui pour la présentation de ces catégories. Et Patrick, nous expliquer un peu comment ça fonctionne, les règlements, ou enfin comment on peut gagner un combat. Alors, première étape, projeter l'adversaire sur le dos avec force, vitesse et contrôle. Alors, lorsqu'on fait ça, on a un hippon. Par la suite, on peut projeter encore l'adversaire, mais un peu plus sur le côté. Donc, ça donne un wasari. 2 wasari donnent un hippon. Immobilisation au sol pendant 20 secondes. Étranglement. Et clé de bras. Donc, abandon de l'adversaire. Alors, c'est les façons de remporter un combat de judo. Maintenant, nous allons décrire pour vous les finales aujourd'hui chez les moins 63 kg, moins 70 et plus 78 chez les dames. Et du côté des hommes, moins 81, moins 90, moins 100 et plus de 100 kg. Place maintenant à ce premier affrontement de la journée chez les moins 81 kg. Jumber, Maladze et David Popovici du Québec. Alors, ce combat sera très intéressant. Jumber Meladze, physiquement très fort. J'ai déjà serré la main de ce jeune homme et croyez-moi, il a des... C'est pas des mains, c'est des vice grips, comme on dirait chez nous. Tu as dû la regarder pour voir si tout était là après. Oui, effectivement. Et donc, bon contrôle, un style un peu européen, côté... Géorgien, kazakh, il contrôle bien le haut du corps, aime bien être collé sur l'adversaire. Et ici, un combat contre Antoine Bouchard, effectivement. Et Antoine n'est pas le dernier venu. 5e lors des Jeux olympiques dans sa catégorie de poids, parce que là, c'est une catégorie surélevée pour lui de 81. Donc, c'était un gros combat. Et du côté de David Popovici, premier combat, victoire par... Est-ce que c'était une victoire par clé de bras? Oui, par clé de bras. Et là, Popovici, là, Jean-Philippe, ça, c'est le combattant difficile à projeter. Donc, il est toujours en mobilité, il suit ses adversaires, gère bien ses combats. Et donc, le projeter, c'est compliqué. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ce combat de finale. Je vous rappelle que ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce ne sont que des finales de ces championnats canadiens ouverts. Donc, les gagnants repartiront avec une médaille d'or au cou. 4 minutes chacun des combats. En blanc, Maladze. En bleu, Popovici. Et dans mon livre à moi, le Jumber va vouloir terminer ça rapidement parce que plus le temps va avancer, plus ça va devenir compliqué là, de se battre contre Popovici qui, lui, aime bien des combats. Ça peut durer. Et le projeter, je me répète, là, ça devient compliqué. Et là, plus on devient fatigué, plus la tâche devient ardue. Maladze en blanc qui
Ah, vous voyez ici la prise de garde. Hein? On parlait du Kibikata, on en parle souvent. Prise de garde et Jumper qui ne veut pas du tout la manche de Popovici. Il lui tient très collé. Et il la tient tellement collée qu'il en prend une pénalité. Alors, Kumikata, comme tu as mentionné, c'est un mot qu'on va vous dire souvent. En fait, ça signifie la façon dont on place les mains sur le judogi, ce qui est extrêmement important au judo. Oh, et là, il veut se coller, vous voyez? Hein? Il veut aller coller David et David ne veut pas se faire coller naturellement. Tentative de travail au sol. Lorsque ça avance pas assez au sol, aux yeux de l'arbitre, on arrête, on revient debout. Et là, on travaillait pour un étranglement, mais on a vu que c'était un peu sur le menton. Et on entend Jean-Pierre Quentin du club Shidokan qui dit à David d'augmenter le rythme, mais... Oh! Ici! Soulevé! Oh là là! Oui, mais je vous disais, c'est compliqué, là. C'est compliqué de projeter David. Et donc, ils lui ont donné un point, puis ils l'ont retiré parce qu'il n'est pas tombé sur le côté ou sur le dos. Maladie qu'il avait complètement soulevé dans les airs. Il n'a juste pas réussi à compléter le mouvement, en fait. Là, ici, il contrôle le haut, il le lève, il arrive pour le projeter soulevé. Et il se rattrape. Il avait les deux mains libres pour pouvoir les poser au sol. Et là, Jumper, encore une fois, qui se dit tiens, je vais aller le recoller. Mais là, généralement, là, ce qu'on vient de voir de la part de Popovici, on voit ça chez les 60 kilos. C'est des chats, c'est rapide. Ouais. Là, lui, à cette catégorie-là de moins 81, de voir cette agilité, c'est impressionnant. On replace les mains. Vous voyez que c'est serré. On est prêt un de l'autre. Et tentative de soulever le mouvement d'ange! Hey! Est-ce qu'il y a un point là-dessus? Et voilà! Un Wazari l'inscrit. Oui, mais est-ce qu'ils vont faire une reprise pour voir s'il a vraiment tombé? Il avait, voilà, il passe en avant, il réussit à se rattraper. Il avait bien placé ses hanches. Et là, je sens qu'il y a une reprise vidéo et il le retire encore une fois. Hein? On enlève le point. Qu'est-ce que je vous disais depuis le début? Mais quel beau mouvement quand même. On n'a pas assez près. Mais encore une fois, les mains étaient libres. Oui, mais le chat retombe sur ses pattes et réussit à s'en sortir. Ça doit être un petit peu dur sur le moral là, pour Maladie. C'est ce que je disais. Plus le combat va avancer, plus Jumper va commencer à perdre patience. Encore une fois, est-ce qu'il saura le soulever? Tentative de soulever! Mais non, il se rattrape. Il s'est rattrapé encore. Il a réussi à le soulever carrément au-dessus en le retournant, mais... Et là, il donne un point à Jumper et il le réenlève encore une fois. Donc, c'est une troisième fois qu'il se fait enlever un point. Là. Regardez, il est bien collé. Le soulève, un mouvement qu'on appelle Oranagi. Tente de retourner son adversaire sur le dos, mais Popovici trouve toujours le moyen de revenir sur le ventre. C'est impressionnant et c'en est démoralisant pour Jumper qui doit se dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour le projeter sur le dos? J'y arrive pas. » Il ne faut pas qu'il perde patience. Il faut qu'il soit patient. Là, on fait travailler fort ceux qui sont aux tables pour le pointage. Là, on met des points, on les enlève. On met des points, on les enlève. Oui, et pour les juges, là, les reprises vidéo ne sont pas évidentes. Et là, Popovici, qui, prend une autre pénalité. Et là, la troisième, ça va être la fin du combat. Là. Ça va être dangereux. Alors, pour l'instant, on l'a vu. Là, Maladie qui a fait quelques attaques, mais à chaque fois... Popovici en bleu arrive à s'en sortir. Et vous voyez, là, on fait juste regarder le non-verbal. Popovici semble quand même assez alerte. Et là, Maladie, lui, il a vidé des cartouches. Là, il en a sorti. Là. Ses mouvements sont très exigeants physiquement. Oui, là... Tentative de Sode Tsurekumiguchi. Sode qui veut dire manche. On l'a vu, il tenait les deux manches, tenté de projeter son adversaire. Mais là, il manque de jus un peu. C'est un peu différent de ce qu'il avait tenté, par contre, plus tôt. Là. Il manque de jus. Là. Popovici vient de reprendre le contrôle un peu du combat. Mais c'est normal. Jumper a fait tout le travail depuis le début. Là. Popovici qui a réussi à placer sa main en haut. On ne l'a pas vu jusqu'à maintenant souvent faire ça. C'est vraiment lui qui contrôlait la dernière séquence. Là, il vient placer sa main gauche très loin. C'est parti! Et oui, là, je pense que là, c'est un point. D'après moi, là, il est tombé sur le côté, l'épaule. Ouais. Et c'est la victoire pour Jumper. Maladie. En prolongation, inscrit son pointage avec encore une fois un mouvement qu'il avait tenté plus tôt aujourd'hui dans ce combat.
pour lequel il n'y avait pas eu de points. Et là, il a réussi à inscrire ce fameux Wazari qui lui donnait la victoire. Mais quel combat, hein? Et quelle belle façon de se récupérer à chaque fois. Mais Jumber qui n'a jamais arrêté de croire en ses capacités. Au retour de la pause, on vous présente les dames chez les moins 63 kg. Le judo est aux Jeux olympiques depuis 1964, Patrick. Du côté de Tokyo, au début, on ne présentait que les catégories masculines. Ce n'est qu'en 1992, à Barcelone, où on a présenté pour la première fois des épreuves féminines au judo. Et bien entendu, depuis ce temps, on y retrouve autant les hommes que les dames. Et d'ailleurs, allons donc chez les dames, moins 63 kg, Sarah Ekorski et Isabelle Harris qui s'affrontent pour cette médaille d'or chez les moins de 63 kg. Alors, dans ce combat-ci, on voit ici le chemin de Sarah pour se rendre en finale. Et beau parcours, bien travaillé. Mais en finale, elle rencontre une fille d'expérience très forte qui roule sa bosse sur le circuit international. Et Isabelle ne sera pas une combattante facile pour elle. Parcours donc de Ekorski jusqu'à maintenant. Voici Isabelle Harris. Un beau Rousse Togari, grand fauchage extérieur qui lui donnait cette première victoire. Elle sera à surveiller où c'est au sol, semble-t-il. Ah oui, de tous les côtés. Elle a une belle finale en main et elle va avoir du travail. Et Isabelle, elle, pour elle, ça devrait être une formalité. Mais on va voir, tout peut arriver en judo. Un combat, on l'a vu, peut se gagner en quelques secondes seulement. Et allons-y maintenant avec cette finale chez les 63 kg. En blanc, Sarah Ekorski et en bleu, Isabelle Harris. Et ici, déjà à la prise de garde, on voit qu'Isabelle contrôle bien et là, une première projection qui ne s'est pas terminée, elle ne l'a pas accompagnée. Mais elle avait placé sa jambe à l'intérieur pour attaquer. Oui, sur Uchimata. Et ça a presque fonctionné. Et là, on a vu un travail au sol, mais qui n'avançait pas assez aux yeux de l'arbitre. Et on reprend le tout debout. Isabelle, très expérimentée, très forte. Combine aussi bien debout que ça. Là, ici, quelle belle attaque! Oui, accompagnée sur un Soenage. Donc, un beau Wazari. Elle s'est lancée sous son adversaire, vous voyez. Elle a bien réussi à tourner, mais on n'était pas tout à fait sur le dos, Patrick. C'est ce qui a fait la différence. Oui, on a roulé sur l'épaule un peu. C'est la différence entre un Ippon et un Wazari. Je vous le rappelle, 2 Wazari, et c'est la victoire automatique. Et là, ici, depuis le début, Sarah ne fait que subir. Elle n'est pas capable du tout de placer ses mains, et c'est Isabelle qui a le contrôle complet du combat. Isabelle Harris en bleu. 3 minutes 10 secondes à faire. Elle place sa main loin dans le dos avec un crochetage à l'intérieur. Encore une fois. Et là, on était à l'extérieur des lignes. On doit revenir. Oui, ça avait commencé à l'intérieur. Donc, une fois que c'est commencé à l'intérieur, les arbitres laissent aller. Mais il y a eu une reprise. Donc, effectivement, ils ramènent dans le milieu. Alors, première attaque de la part de Sarah n'est pas qui a été renversée. Oui, oui. Et là, travail au sol de la part d'Isabelle. Et oui, ça a été arrêté parce que d'après moi, ici, travail au sol, la main ici retournée sur le dos. Est-ce qu'ils vont donner un point? Oui, parce que est-ce qu'on aurait pu donner des points pour ça? Normalement, si on enchaîne... Oui, on aurait pu, mais les juges après reprise concluent que non. Mais donc... Des fois, il y a des angles qu'on ne voit pas bien, nous, de notre côté. Donc. Puis vous voyez la caméra dans le coin de l'écran, c'est celle des arbitres. Ils ont donc une position différente, donc un angle différent pour eux. Travail au sol qui a été arrêté par l'arbitre central. 2 minutes 23 à faire à cet affrontement de finale d'or chez les moins de 63 kg. On contrôle les manches. Ah oui, et Isabelle fait exactement le travail d'une
une fille expérimentée. Elle ne s'énerve pas, elle prend son temps, elle place ses mains, elle travaille debout, travaille au sol. Elle sait, de toute façon, elle mène, mais en plus, elle sait que c'est une question normalement de temps qu'elle va finir par y arriver. Et là, le travail au sol, on a vu là, elle jouer un petit peu avec le bras. Là, on travaille peut-être l'étranglement, mais non, c'était trop long. Et selon l'arbitre, on doit reprendre au sol. On écoule du temps du côté d'Isabelle Harris, qui est en bleu, que vous voyez actuellement. Elle mène donc au tableau. Elle ne veut pas prendre de pénalité. Et une bonne façon de le faire, c'est de travailler au sol comme ça en gagnant des secondes. Oui, et là, c'est quand même Sarah qui vient d'essayer une belle attaque, mais qui n'est pas elle-même convaincue qu'elle peut projeter Isabelle. Donc, elle doute. Et donc, elle rentre, elle attaque, mais elle relâche tout. Et ça, c'est dangereux parce qu'elle peut se faire projeter sur l'arrière de la part d'Isabelle. Encore attaque à l'intérieur de la part d'Isabelle Harris. Aucun point là-dessus parce qu'elle est tombée à plat ventre. Mais on gagne du temps. On reste confortablement avec son avance d'un Wazari. 1 minute 28 maintenant. Le temps s'écoule tranquillement. Et là, Ekowski va devoir trouver une solution, là. Oui, oui. Oh là, petit balayage! Là, le balayage qui donne le Wazari. Voilà! Un beau petit Déhachibarai pour faire glisser le pied de son adversaire. Un petit balayage. Déhachibarai qui veut dire balayage du pied avancé. Oui, et moi, je préfère appeler ça une belle petite pelure de banane qui traîne sur le tatami et on ne peut pas s'en sortir. Alors voilà, c'est ce qui donne la victoire. Mais Isabelle Harris qui avait dominé tout au long le combat. Première projection. Elle avait réussi à inscrire ce Wazari. Et bien contrôlé ici au niveau de la manche, là. Et là, regardez, petit balayage accompagné. Alors, très beau mouvement de la part d'Isabelle Harris qui lui donne, oui, cette victoire. Les plus grands judokas canadiens et québécois, en fait, Nicolas Gill, qui est double médaillé olympique, c'est le seul double médaillé jusqu'à maintenant. Antoine Valois-Fortier, qui lui aussi a été médaillé et 3 fois médaillé au championnat du monde. Et Catherine Beauchemin-Pinard, 2 fois médaillée au championnat du monde et médaillée aux derniers Jeux olympiques de Tokyo. Elle sera en action en 2024. De retour après la pause. Nous sommes au centre Pierre Charbonneau pour la présentation de ces championnats canadiens ouverts de judo. Et le prochain combat en est un très attendu. On est maintenant chez les moins de 90 kg chez les hommes. Alexandre Arancibia qui affronte Moab Elnaz. Alors ça va être un combat très, très, très intéressant. 2 styles différents et Moab a quand même beaucoup d'expérience. Bon, Alexandre, plus jeune, ici on le voit, il est patient. Donc Alexandre sait ce qu'il veut et il ne cherche pas à faire dans la dentelle. Et il est très, très, très studieux dans son travail, prend son temps, patient et donc sera très dangereux contre Moab qui, lui, parfois est plus patient, plus passif. Donc, plus d'expérience, mais on verra. Ça va être intéressant. Un bon combat. 2 combattants qui se connaissent très bien, qui s'entraînent au tout Centre à fait. national tous les deux. Ils s'entraînent tous les deux ensemble. Et, mais vraiment 2 styles quand même très différents, là. Alors, ce sera à prévoir des mouvements spectaculaires parce que les deux sont capables d'en faire. Oui, Moab, là, c'est les hanches. Monsieur Hanche. Donc, si vous vous engagez contre Moab et que ces hanches sont rentrées, ouf, c'est dangereux. Alors, dans les prochaines secondes, nous allons savoir ce qui va se passer entre ces 2 hommes chez les moins de 90 kg. Lequel des 2 ressortira du tatami avec la médaille d'or au cou? Alexandre Arancibia en blanc. Alexandre est médaillé dans des championnats du monde junior. Donc, quand même, pas le dernier venu. Beaucoup d'expérience quand même sur le circuit plus jeune un peu. Embarqué sur le circuit senior et roule sa bosse. Mais ça va être un excellent combat, là. Moab Elnaz, originaire d'Égypte. Oui. Qui est maintenant en Ontario depuis plusieurs années. Oui, et son frère Shadi Elnaz, qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques, terminé 5e. Donc, oui, c'est des combattants, des très, très bons combattants et très heureux de les avoir sur l'équipe.
Et on voit bien que les deux judokas là, sont Ils se connaissent. prudents. Ils sont prudents. Ah, ils se connaissent très bien. Et là, moi, vous voyez, là, il est patient. Il attend. Il sait que sa hanche peut lui servir. Là. Il est placé, il met sa main au-dessus du bras d'Alexandre qui veut monter la main droite, mais il ne veut pas. Et il attend avec sa hanche. Là. Il l'attend. Et comme les deux judokas se connaissent très bien, on ne veut pas faire d'erreur. On doit être prudent au début et attendre l'erreur de l'autre pour pouvoir attaquer. Et là, la main bien haute dans le dos pour Alexandre Arancibia. Oui, et là, attaque à l'extérieur. Alexandre le sait. Hein, s'il réussit à placer sa main dans le dos de Moab, là, ça devient plus compliqué. Et là, voilà, et Moab doit se défendre en utilisant une espèce de blocage. Mais là, il est pénalisé. Il reçoit donc une première pénalité. Alors, une pénalité de fait, 1 minute d'écoulée. Et toujours aucun point d'inscrit au tableau. Et là, on voit Alexandre, là, la lecture du combat, c'est il veut l'amener à sa technique favorite, un Uchimata. Et on le voit, là. Il travaille, il essaie de jouer avec le pied, il est patient. Et là, on se demande toujours, quand on est un athlète, lequel des deux va être pénalisé. Eh bien, c'est Moab. Parce que Moab, il attend trop. Et là, il n'a pas le choix. Là. Il doit essayer de faire quelque chose. 2 pénalités du côté d'El Nahas. Une troisième serait la fin du combat. Victoire, donc, qui irait à Alexandre Arancibia. Aucun point inscrit au tableau, mais quand même un avantage de ce côté-là parce que toute la pression se retrouve du côté d'El Nahas qui doit attaquer. Et voilà, tentative à l'intérieur. Sumigeishi, vous avez vu qu'il a placé son pied à l'intérieur de la cuisse, a tenté de le renverser par-dessus. Et là, Moab qui a fait une transition pour une clé de bras, mais Alexandre qui contrôle bien, qui patiente et qui l'attend que l'arbitre appelle la fin du combat. On revoit le mouvement à l'intérieur d'abord en haut Chigari, grand fauchage intérieur, puis il s'est glissé entre les jambes de son adversaire pour le renverser. Oui, et là... il donne une pénalité à Alexandre, mais enfin... non, attention, ça c'est dangereux! Mais... Est-ce qu'il y a un point là-dessus? Moab semblait être celui qui faisait l'action, reprise en contrôle. Est-ce que c'est repris en contrôle par Alexandre? Ça va être compliqué à évaluer. On le voit ici, tranquillement. Non, c'est Moab qui tente de faire un Sumigeishi. Comme tout à l'heure, glisser le pied à l'intérieur, mais Alexandre qui avait bien suivi. Là. Et là, encore une fois, alors, les hanches. Ouh là là! Les hippons! Victoire pour Alexandre Arancibia. On a vu Moab qui avait tenté d'attaquer par l'extérieur. Osotogari a été renversé. Oh là là, mais quelle projection! Mais... crédit à Moab qui s'est dit « J'ai rien à perdre, je tente le tout pour le tout ». Et ça fait un très, très beau combat. Bien repris par Alexandre. Non, vraiment, c'est une belle finale. J'ai hâte de voir la reprise de cette projection-là. Et ici, et là, Moab qui fait une tentative sur l'arrière, mais la reprise, accompagné. Vous voyez, quand on parle de projection avec contrôle, force, vitesse. Regardez sur le dos. Les pieds des deux judokas qui ont été soulevés. Quelle victoire spectaculaire. De retour chez les dames avec les moins 70 kg au retour de la pause. Le judo, existe depuis plusieurs années. Évidemment, on a Doug Rogers, qui est un des plus grands médaillés du judo au Canada. Il a remporté une première médaille aux premiers Jeux olympiques en 1964, une légende. Mark Berger a remporté une médaille de bronze en 1984. Et les deux suivantes, Krista Deguchi et Jessica Klimkait, se sont battues pour aller aux derniers Jeux olympiques. Deguchi qui a dû céder sa place après avoir remporté une médaille d'or au championnat du monde. Et c'est Klimkait qui est allé aux Jeux olympiques et a remporté une médaille de bronze. Elles sont encore toutes les deux dans la course pour les Jeux de 2024. Place maintenant au moins de 70 kg chez les dames. Laurence Biron du Québec. Elle affrontera Alexandria Lefort. Alors, un combat qui s'annonce quand même assez égal entre les deux combattantes. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Pour les deux, qui ont connu quand même un parcours, je dirais pas facile, mais qui ont connu un parcours quand même assez
assez prometteur pour une finale qui permet de démontrer que les deux filles sont celles qui devaient être en finale. Et on voit pendant ce temps le parcours d'Alexandria Lefort. Deuxième tour maintenant gagné par clé de bras. Beau travail au sol de sa part. Et on voit le travail de Sumigeishi, technique qu'on avait un petit peu plus tôt aujourd'hui, qu'on vous a parlé. Et là maintenant, Uchimata. À l'intérieur, Uchimata, on vient faucher là à l'intérieur. Une technique très populaire qu'on voit quand même assez souvent et qui lui a permis d'accéder à cette grande finale. Médaille d'or en jeu chez les moins de 70 kg. 4 minutes au cadran et c'est parti. Alors, pour revenir à Uchimata, Uchimata, c'est, selon les statistiques, et les dernières statistiques, c'est la technique la plus utilisée au judo qui remporte des ippons. Et ensuite, si ma mémoire est fidèle, il y a Osotogari. Donc, c'est quand même quelque chose que beaucoup de judokas utilisent et apprécient, effectivement. Alors maintenant. Oh, ici, au bon contrôle de la part d'Alexandria, qui est, on voit là, au niveau du kimikata, elle est à l'intérieur et elle contrôle bien l'intérieur de Laurence. Et ça complique la tâche de la part de la Québécoise. On est en position droitier-gaucher. Et donc, Alexandria en bleu, la gauchère entre les deux. Hey, une tentative d'enroulement. Oui, et c'est bien pensé parce que le bras de Laurence était vraiment haut. Donc, elle a voulu s'en servir, mais l'angle ne lui permettait pas de la projeter. Et donc... technique qu'on ne voit pas si souvent, ça. Non, on voit ça beaucoup chez les garçons dans les moins de 60, là, les très, très, très rapides. Oula, ça a été dangereux. Et on se chamaille pour la hanche, là, laquelle arrivera à placer sa hanche devant l'autre pour projeter. Oui, et là, Laurence avait une belle chance là, de pouvoir projeter Alexandria. Proche du 2 minutes 30 dans le combat. Toujours aucun point d'inscrit. La main loin dans le dos de la part de Laurence en blanc. Et Alexandria, on voit là, elle réussit toujours à se replacer, bien placer ses hanches. Bon, Uchimata encore une fois. On parlait de la technique Uchimata, vous l'avez vu encore une fois, c'est à l'intérieur. Regardez, on lance la jambe à l'intérieur. Et là, ce qui manquait, c'est la saisie du bras. Il manquait la manche, Jean-Philippe. Bons yeux, Jean-Philippe. Il manquait la manche pour tirer. Alors, c'est important, le déséquilibre dans les mouvements du judo. C'est ce qu'on apprend lorsqu'on est sur les tatamis. Et voilà l'importance de placer le kumikata, qu'on vous parlait, donc placer les deux mains pour contrôler la manche et généralement un revers. Alors là, elle s'échange le devant, derrière, qui va rentrer la hanche, la première. Et là, on voit qu'Alexandria est un peu plus passive. Elle a reçu déjà une pénalité. Donc, Laurence qui d'une certaine façon, au tableau, mène le combat. Maintenant, 1 minute 30 à faire. Aucun point. Est-ce qu'on devrait aller en golden score? On le saura dans la prochaine minute. C'est long, 1 minute 20, Jean-Philippe. Il reste encore beaucoup de temps au tableau. Et voilà une attaque de la part d'Alexandria. Et à chaque fois, il lui manque un peu la manche. Elle n'arrive pas à tirer sur la manche pour terminer. Compléter la projection. Et son entraîneur vient de lui dire la même chose. Tire la manche. Tire sur la manche. L'attaque qu'elle a fait s'appelle... En fait, c'est Tayotoshi. Et c'est chute dans la vallée. J'ai jamais compris le lien entre les deux, mais voilà la traduction de ce mot-là. Je n'ai jamais vu la vallée. C'était pas le type de technique que je faisais, donc je n'ai jamais cherché à comprendre la vallée non plus. Et là, ici, une deuxième pénalité de la part d'Alexandria. Et là, ça va se compliquer. Elle va... une attaque de loin. Est-ce qu'il y aura un point là-dessus? Oh, contrôle! Elle l'a amené sur l'arrière. Alexandria qui a fait une attaque un peu... qui manquait de conviction. Et Laurence en est... il l'a bien utilisé. C'est quoi le règlement pour donner ou pas donner un point lorsqu'on raccompagne quelqu'un? Parce qu'il y a des fois qu'on disait, ben il n'y a pas de point, voilà. Mais là, il l'enlève. Eh bien, bon, j'ai parlé ici... trop fort, j'ai fait... Oui. Il considère que l'accompagnement les épaules n'ont pas touché complètement. Donc, ça va aller à la prolongation, normalement, là, ici, avec les 9 dernières secondes. Mais
c'est compliqué pour Alexandria, là. Elle va partir la prolongation avec 2 pénalités. La prochaine, c'est la victoire à Laurence. Et là, on a vu, là, on était... Oh, le point qui... Oh! On a inscrit le point? Ah non, non, le temps a été arrêté. Effectivement, une fois que la cloche. C'était un très beau Uchimata, là, mais... Oui, voilà, mais la cloche était sonnée, donc... Voilà. On reprend. Il faudrait qu'elle refasse ça maintenant en temps... en temps réglementaire. Voilà. Alors là, vous voyez le chronomètre. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. À l'intérieur, Ouchigari. À l'extérieur maintenant. Encore, la manche était loin. Elle avait réussi à placer son pied en arrière du genou pour aller chercher un Osutogari qui est grand fauchage extérieur. Mais malheureusement, manquait de contrôle du haut du corps. 15 secondes de fait. Vous voyez le chronomètre qui monte au lieu de descendre. On est donc en golden score. Prochain point, remporte le combat. Oh, et là, Laurence qui est un peu passive, qui laisse Alexandria réussir à aller porter sa hanche. Elle avait bien rentré sa hanche. Ça aurait pu être dangereux. Là, le travail, c'est de contrôler le Kumikata, la garde, et de s'assurer de bien placer. Donc, Laurence est en avantage, là. Elle doit essayer de bien placer ses mains, de bien contrôler le combat. Alors, 24 secondes découlées à cette période, en fait, de prolongation. Le point d'or, golden score. Donc, Alexandria, voilà, elle va la chercher sur l'arrière. C'est risqué, là. C'est risqué de laisser son dos, donner son dos. Et surtout, depuis le début, là, Alexandria, on voit que le travail avec les hanches, elle aime ça. Elle aime se coller. Donc, Laurence doit pousser, là. Elle s'est glissée sous son adversaire. Et pénalité. Pénalité à Laurence, là, qui semble manquer un peu de jus. Encore une fois, un enroulement, comme on a vu au début. Oui, mais ça manquait un peu de conviction, là. Et là, il travaille au sol, là, ouais, c'est d'essayer d'aller travailler au sol, là, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Ouais. À ce stade-ci du combat, là, ça commence à être plus difficile. Là. Oui. Alors, Alexandria en bleu, elle a de la pression puisqu'une autre pénalité mettrait fin au combat. À l'intérieur, la part de Laurence Biron. Elle a tenté un Uchimata. On revient au centre. Ouais, ils étaient rendus à l'extérieur, donc l'arbitre a dit, oh là là, attention! Oh! Uchimata! Oui! À l'intérieur! Elle tenait la manche. Hein? Elle tenait bien la manche. Là, là c'était exactement ce que ça lui prenait pour remporter cette médaille d'or. Oh là là, belle victoire de la part de Laurence. Elles ont travaillé dur, les deux filles, tout au long de cet affrontement. Là. Oui, et là, elle a utilisé le fait qu'Alexandria allait la coller, aller sur elle. Et là, elle a utilisé la technique de façon parfaite. Allons revoir cette façon de gagner. On vous parlait d'Uchimata, la technique la plus utilisée en judo. Eh bien, voilà une belle illustration à l'intérieur. Vous voyez, on parlait de la manche. Là, comme elle la tient. Et là, il n'y avait aucun doute là-dessus. Le contrôle était parfait. Voilà, et même en position pour continuer en immobilisation s'il avait fallu. Mais pas besoin parce que ça lui donnait la victoire. Alors, vous voyez ce qu'est Uchimata fait de façon classique où on vient faucher à l'intérieur. Alors, nous voilà prêts pour le prochain combat. Au retour de la pause, nous allons chez les moins de 78 kg. Nous revoici donc prêts à reprendre l'action. On se déplace maintenant chez les moins de 100 kg pour cette finale. D'abord, Benjamin Kendrick qui affronte notre Québécois Kevin Turcotte. Alors ça va être très intéressant parce que Benjamin est un médaillé des championnats du monde junior. Un jeune homme avec quand même pas mal d'expérience, qui a pris une petite pause et qui là fait un retour, et retour assez convaincant puisqu'il fait la finale aujourd'hui chez les moins de 100 kilos. Alors, des premières victoires qui ont semblé... plusieurs attaques là, qui semblent quand même convaincantes. Voilà, victoire en demi-finale pour Benjamin Kendrick. Il sera surveillé debout, en tout cas. On n'a pas vu travailler au sol. Non, Benjamin, c'est vers l'avant. Dès qu'on le pousse, il projette vers l'avant.
Petit balayage pour Turcotte pour commencer à son premier combat. Et lui sera peut-être à surveiller au sol. On a vu un travail de sa part pour remporter la demi-finale. C'est ce qui nous amène à cette présentation de finale. On se retrouve donc chez les moins de 100 kg. Alors, voir lequel des deux ressortira de la surface du tatami avec sa médaille d'or au cou. 4 minutes pour déterminer qui sera le gagnant à l'extérieur des lignes. Ah, oui, très fort. Oh. Ça commence fort. Là, on voit Benjamin là, qui démontre... quand même, là, ça demande beaucoup de puissance, là, ce qu'il vient de faire. Et, On avait parlé de Tayotoshi, ouais. chute dans la vallée là, un peu plus tôt. C'était une belle illustration qu'on vient de voir. il a bien tiré, bien contrôlé la manche. Donc, oui. Oh! Oh, Il est passé quelle vers l'avant! Oh, quelle agilité! Oh, ça s'est fait rapidement! Uchimata Tsukaishi. Alors, c'est l'autre qui a fait tout le travail. Et il s'est projeté vers l'avant. Et Benjamin s'est simplement poussé sur le côté, l'a laissé passer. On vous a souvent parlé donc d'Uchimata, mais la façon de le contrer, c'est de laisser aller la jambe, comme tu disais, la laisser aller dans le vide. Et ça permet de remporter la victoire, de remporter le point. Mais belle ici, technique. vous voyez, il se projette vers l'avant et on utilise la rotation. Et c'est un magnifique hippon de la part de Benjamin Kendrick. Il voulait passer, il l'a laissé passer et voilà. il s'est fait projeter. Oh là là, il n'y avait aucune hésitation de ce côté-là. 25 secondes pour remporter cette médaille d'or. Alors, c'est un très beau retour de sa part. Et ici, on voit là, la forme traditionnelle. Donc, la personne se projette vers l'avant avec la jambe et on fait simplement se déplacer un peu sur le côté. Mais en compétition, il faut être agile. Oui, mais il faut être très rapide également pour ne pas se faire coincer. Voici maintenant les plus de 78 kg, Brandy Lingley et Coralie Godbout qui s'affrontent pour déterminer laquelle des deux sera notre médaillé d'or de ces championnats canadiens ouverts. Et du côté de Brandy, bon contrôle, beau travail au sol, aime bien coller et projeter vers l'avant. Mais elle va affronter une adversaire coriace. Coralie a beaucoup d'expérience. Elle est sur le circuit international. Et donc, ça va être un combat quand même qui risque de devenir compliqué un peu. Alors, Lingley qui semble apprécier travailler au sol. Et voyons maintenant Coralie Godbout au premier tour. Mouvement qui se ressemble un peu dans les styles d'attaque versus ce qu'on a vu pour son adversaire. Mais encore une fois, on voit Uchimata qui est quand même, encore une fois, une technique très utilisée. Et Coralie, ici, encore une fois, utilise quand même des grandes jambes. Et parfois plus grandes que ses adversaires. Donc, elle utilise beaucoup ses jambes. Beau mouvement ici à l'extérieur au Sotogari, qui veut dire grand fauchage. Extérieur, ouais, on le voit, là, elle est plus grande que son adversaire. Oui. Pas mal. Et voici maintenant la présentation de cette finale. On se retrouve face à face pour savoir qui sera la grande gagnante de ces championnats canadiens. Et encore une fois, on voit ici là, Coralie qui est un peu plus grande déjà que son adversaire. Et tout de suite, la main dans le dos, prête à attaquer. On sort des jambes. Ouf. À l'intérieur. Oh, et voilà! Est-ce qu'il y a eu un point là-dessus? Il y avait un arrêt de combat au moment où... Oh là parce là! qu'ils étaient à l'extérieur de la surface. Ah, OK. Donc, un petit crochetage avec la jambe, là, et voilà, ça aurait pu être assez pour une victoire si on avait été dans les lignes et dans le temps réglementaire. Et c'est reparti encore. On voit ici Coralie qui utilise énormément ses jambes. Elle le sait. C'est ça sa force. Et voilà! Projeté sur Uchimata. Et on se retrouve. Et voilà, c'est terminé. Une victoire rapide pour elle, encore une fois. Un autre combat gagné en seulement 30 secondes. Mais déjà, on le voyait dès les premières secondes, la main loin dans le dos, elle semblait en plein contrôle du kumikata, donc de la façon de placer les mains. Chacune des séquences, parce que le judo, c'est un peu comme on a l'habitude au hockey de parler de séquences de jeu. Le judo, c'est un peu ça aussi. Là, on parle de séquences. Il faut gagner nos séquences. Et là, chacune des séquences, elle plaçait bien ses mains, elle faisait des belles attaques. Alors, on
n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre. Et ce que j'aime, c'est que, bon, elle était naturellement favorite sur le combat, mais elle n'a pas attendu. Elle n'a pas été passive. Là. Elle a décidé de placer ses marques et de gagner son combat rapidement. Excellent combat donc. Et de retour pour le dernier combat, on se déplace chez les hommes, plus de 100 kg. Nous sommes maintenant prêts à conclure ces championnats canadiens ouverts de judo avec la catégorie des plus de 100 kg. D'abord, Sébastien Godin qui affronte John Jr. Messé-Bessong. Alors, on va dire cocasse, là, Sébastien est un Québécois. Il est un ancien membre des équipes du Québec, donc un peu plus âgé que son adversaire. Donc, il a été un très bon combattant. Il est un très bon combattant. Mais il va affronter un adversaire assez coriace, un jeune homme légèrement plus grand que lui. Légèrement plus grand que beaucoup de gens. Oui, effectivement, on le voit ici. Hein? Et qui a été champion du monde cadet, mais qui a une dynamique incroyable, une agilité. John Jr., c'est le nouveau plus 100 sur le circuit international pour le Canada. Et il fait ses marques. Là. Il sera certainement surveillé dans les prochaines années. Il n'est pas tout à fait dans la course pour 2024, par exemple. Rien ne dit qu'il n'est pas dans la course. Disons que pour l'instant, il est plus jeune. Mais pour 2028, on peut espérer gros pour lui. Et ce sera certainement à suivre. Alors, on voit ici la différence déjà de taille. Et croyez-moi, là, on parle de ça s'appelle des messieurs. Hein? On les appelle des messieurs, pas pour rien. Mais lui, on doit l'appeler vraiment monsieur, là, à 6 pieds 3, 6 pieds 4. Et généralement, ça pèse dans les 120 kilos, 130 kilos. Ça commence à... Oui. Oui, ça commence à être imposant sur un tapis de judo. Et les deux qui sont là sont très puissants également. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais John Jr. est vraiment à surveiller, ce jeune judoka qui est très prometteur. Oui, Sébastien, lui, a quand même de l'expérience, mais d'après moi, là, on va dire que le temps va jouer contre lui, là, parce que l'âge est du côté de John Jr. Mais l'expérience, des fois, on ne sait jamais. On va suivre... Effectivement, l'expérience. Voilà la première pénalité et elle va du côté de John Jr. Il devrait être un petit peu plus actif. Oui, première étape, parfois, c'est analyser, comprendre le combattant qu'on rencontre ici. Il y avait un résidu de peau de banane en quelque part. Oui, ça a fait glisser, là. Mais on voit que quand même passer par-dessus Sébastien, c'est le chemin. Oh, là, ici, une attaque. En plus, John se sert bien de son poids pour essayer de l'amener vers l'avant. Donc, un peu compliqué. Les deux gars qui ont l'air très calmes. Hein? Dans le visage, dans le non-verbal, on est très calme, très en possession de ses moyens. Généralement, chez les plus 100, ils n'ont pas besoin d'être nerveux. Alors, on doit reprendre au centre. Attaque qui n'a pas été concluante. Et là, on aura une pénalité. Cette fois-ci, elle va du côté de Sébastien Godin. Un peu une fausse attaque. Hein? Il a voulu attaquer, mais ça n'amenait à rien. C'était pas convaincant pour l'arbitre. Et là, on voit que John a pris le contrôle du kumikata. Là. Il a pris la direction et là, il vient d'accélérer un petit peu le rythme. Il a la main bien haute dans le cou et Godin n'aimait pas. Il s'est lancé devant. Sous le centre de gravité de John, ce qui n'est pas dur à faire, mais sous le centre de gravité de John Jr. pour essayer de le projeter. Mais il manquait un petit peu de déséquilibre. Et là, Sébastien, on voit là, il reste à genoux et essaie de récupérer. Donc là, ça commence déjà à devenir un peu compliqué pour lui. John Jr. qui place sa main bien haute. Il a pour l'instant le contrôle. Ah oui, et Sébastien, il subit, là. En ce moment, ça va être une autre pénalité. Ah oui, il sort de la surface sans même résister. Non, de façon presque quasi volontaire. Oh. Ah oui, oui. Il était confondant, l'arbitre, en regardant John Jr.
Ouais, mais Sébastien, je pense qu'il dans son non-verbal, il cherche une solution, là. Oui, parce que je pense que le défi est grand et c'est le cas de le dire. Oui. Et là, on s'attaque de John Junior. Voilà! Le hippon! Victoire! Mouvement à l'extérieur au Sotogari. Grand fauchage extérieur. À la longueur de jambe, là, Jean-Philippe, ça favorisait pas Sébastien. Et pas l'air plus excité qu'il le faut, mais vient de remporter quand même cette médaille d'or. C'est notre champion. Voilà, John Junior, qui a réussi à battre son adversaire avec un mouvement de jambe bien placé pour marquer le hippon. Regardez la vitesse à laquelle, hein, et c'est quand même, il n'est pas petit, là. Et dynamique, beaucoup de contrôle. Ah oui, il avait le contrôle, on l'a vu, là, du revers en arrière du cou de son adversaire, tenait bien la manche, le crochetage de jambes, fauchage, tout y était pour cette victoire. Eh bien, tout un combat auquel on vient d'assister. Et toute une émission aussi, des mouvements spectaculaires. Patrick, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui pour cette émission de judo. Je vous rappelle qu'on vient de vous présenter les championnats canadiens ouverts 2023. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres judo ou d'autres sports encore, bien sûr. Comme vous l'avez constaté pendant l'émission, le judo au Canada est en bonne santé. Et nos athlètes se démarquent de plus en plus sur le plan international. Nous avons même quelques athlètes dans le top 10 mondial qui seront à surveiller lors des prochains Jeux olympiques. Nous pourrons peut-être revivre les émotions exceptionnelles vécues avec la récolte de nos 2 médailles de bronze lors des Jeux de Tokyo, soit celles de Jessica Klimkett et de Catherine Beauchemin-Pinard. De notre côté, l'action n'est pas terminée et je vous propose un autre rendez-vous sportif très bientôt avec des émotions et de la passion et du talent bien chez nous. Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Judo Canada, découvrez notre sport partout au pays.